Ouais, ok. On fait l'épisode 3. C'est reparti pour l'aventure, je quitte le nord du Chili pour rejoindre le sud du Pérou. Le Pérou, c'est un pays que j'ai vraiment adoré, j'y ai passé 40 jours. J'y ai vu une très grande diversité de paysages, d'environnements, de régions, en ayant pour base les jolies villes du coin du sud, comme par exemple Cusco, la capitale mythique du monde Inca, ou encore la ville d'Arequipa que j'ai aussi beaucoup appréciée. On va rester sur les destinations vraiment animalières, et la première d'entre elles, la plus mythique peut-être, c'est l'Amazonie, la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale du monde. J'y suis arrivé par la ville de Puerto Maldonado, qui est située juste au croisement du fleuve Tambopata et du fleuve Madre de Dios. Et j'étais avec deux copines françaises. Le comité d'accueil a été super réussi, parce qu'on venait juste d'arriver dans notre auberge de jeunesse, on est monté sur la terrasse, et là, juste sous notre nez, sur le bosquet d'arbres en face, on a croisé un joli paresseux tridactyle sauvage qui vivait sa vie en pleine activité de paresseux. Donc c'était déjà une première rencontre plutôt sympathique. De Puerto Maldonado, on peut partir en excursion sur une journée ou plusieurs jours dans la forêt amazonienne. Nous, on a commencé par une sortie d'une journée au lac Sandoval, qui est un lac dans la jungle, au milieu de la réserve naturelle de Tambopata. Donc on commence par une balade dans la forêt pour s'imprégner un peu de cette ambiance tropicale, la végétation luxuriante, et voir quelques animaux. À peine au bout de quelques mètres, notre guide s'est arrêté, a sorti une branchette et a titillé dans son trou pour la faire sortir. Une magnifique mygale, attention elle est là, elle arrive, la voilà. Là-bas ils appellent ça la mygale poulet, parce que, paraît-il tout simplement, ça a goût de poulet. Non, c'est pas vrai, je rigole. En fait, ils l'appellent comme ça parce que, paraît-il, les bébés mygales suivent leur maman les uns derrière les autres à la file indienne comme des petits poussins. Ça doit être vraiment trop mignon. Enfin, Hagrid adorerait ça, je suis sûr. J'en profite pour une nouvelle précision linguistique. Toutes ces araignées velues tropicales que vous verrez en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, c'est des mygales. Sauf qu'en anglais et en espagnol, on traduit ça par tarantula, mais c'est pas la tarentule qui est une araignée d'Europe et qu'on a chez nous en France par exemple. On voit aussi les fourmis coupeuses de feuilles qu'il ne faut pas écraser, qui ressemblent un petit peu à des petits voiliers. Et bon, on voit d'autres animaux un peu plus mignons, un peu plus gros. On a croisé par exemple des singes, des écureuils et des singes écureuils. Oui, c'est le nom qu'on donne aux saimiri, ces petits singes aux pattes jaunes qui vivent en grands groupes. On a vu des mamans avec leurs bébés sur le dos. Ils étaient tous en train de s'alimenter des fruits de la forêt. Au bout de la balade, on arrive sur les rives du lac Sandoval, donc on monte sur la pirogue que notre guide fait avancer à la force des bras, à la pagaie, il n'y a pas de moteur, on est dans le silence de la nature, et on va au milieu du lac en espérant croiser quelques animaux, comme par exemple les oadzins, ces oiseaux à l'allure préhistorique qui ont des griffes sur les ailes, mais on vient surtout dans l'espoir de croiser les résidents des lieux, les propriétaires du lac, une famille de loutres géantes. Et oui, j'avais parlé de cette espèce dans ma vidéo sur le glouton, des loutres qui peuvent faire 2 mètres de long pour 40 kg, et on a vu toute la petite famille en pleine session de pêche, de prise de nourriture autour de nous. C'était vraiment sympa, d'autant plus qu'il s'est passé quelque chose en fait. À un moment donné, quasiment tout le groupe a fini par partir, sauf une jeune loutre qui continuait de manger son poisson, qui s'est rendu compte de rien, et quand elle a vu qu'elle était toute seule, elle s'est mise à crier pour appeler ses parents et sa famille. Et c'était poignant parce que, écoutez, ça a du coffre, une loutre géante affolée. Hein. Noël approchait, et là, je dois remercier une de mes collègues en France, donc merci beaucoup à toi Sandrine, qui m'a donné le contact de Raoul Bello, un biologiste péruvien qui a créé, en bord de fleuve, la station biologique de Cauçay, dans le but d'étudier la faune et la flore d'une parcelle de forêt nouvellement protégée, et notamment d'étudier et d'évaluer la réussite de la réintroduction des singes araignées qui sont relâchés là par le centre de soins de Taricaya qui est juste à côté. Les singes araignées, on les appelle aussi les attelles en français, c'est des grands singes avec une longue queue préhensile qui sont victimes du trafic animal. Il y a des gens là-bas qui en ont chez eux alors que c'est interdit. Donc Taricaya, le refuge, peut les récupérer pour les soigner et les réintroduire dans la forêt dans certains cas. Et le travail de Cauçay, donc, c'est d'évaluer si cette réintroduction se passe bien. Mais Raoul nous a expliqué tout ça en arrivant, il nous a fait une petite présentation, donc je vais vous laisser l'écouter, vous allez mieux comprendre leur travail sur place. ¿Cómo sabemos que los animales
que están saliendo van a estar aptos de poder sobrevivir. Entonces, lo que se realiza normalmente es chequear varias cositas, ¿no? Cómo el grupo, si el grupo funciona como tal, ¿ok? Identificar quién es el líder. Dentro del grupo siempre hay amigos, así como acá, ¿no? Somos un grupo grande, pero dentro del grupo hay por ahí 2 chicas pueden ser más amigas que otra y otro así, hacen sus grupitos. Entonces, la idea acá es identificar las conexiones o la afiliación entre ellos para poder saber más o menos cómo el grupo podría responder cuando se sueltan, ¿no? Normalmente los monos se liberan en periodos de alta fructificación, que es en noviembre, cuando comienza la temporada de lluvia. Entonces hay mayor disponibilidad de alimento, entonces los animales por lo menos no sufren en encontrar comida. Y en otro momento también hemos tratado de enseñarles, de evaluar más que todo la respuesta de comportamiento de los monos ante un predador. ¿Qué pasa acá? Los individuos que se adaptaron bien fueron individuos que tenían poco nivel de impronta, es decir, que no le gustaban mucho las personas o le gustaban poquito. Individuos que llegaron al centro cuando eran infantes, ¿okay? Eran babies o juveniles. Y el tiempo de sociabilización de ellos fue 2 años, 3 años o más. ¿Okay? En comparación con individuos que no se adaptaron, eran individuos que tenían mucho grado de impronta, es decir, que les gustaban mucho las personas o reconocían como humanos, llegaron al centro de edad adulta, o sea, tenían más de 5 años. Entonces, ¿qué aprendemos de todo lo que ya tenemos ahorita? Es seleccionar bien los individuos. Si hay monos que llegan con estas características, no los suelto. O, si ya sé que hay uno que tiene más de 5 años, ya no entra al centro. Me llaman, tenemos una quizapa que está 5, 6, 7 años. Ok, no hay espacio. Ok, no entra al centro. ¿Por qué? Si se recibe un individuo adulto que ya tiene carácter formado, que les gustan las personas o que siempre ha estado atado a un árbol o una jaulita, son animales que no van a ser buenos. Y si acepto uno, cierro la puerta para un infante o un juvenil que sí puede salir. Porque ese animal me cubre espacio para siempre. Voilà, c'était vraiment très enrichissant de rencontrer des vrais spécialistes du terrain sur un programme de réintroduction. Vous avez compris que c'est pas facile de réintroduire des animaux, c'est jamais gagné, il y a pas mal de paramètres en compte. C'est très dur pour des animaux qui ont été habitués à l'homme et à la captivité, donc une bonne leçon à retenir, hein. C'est pas tout de réussir une récolte de fonds. On a passé Noël avec Raoul et son équipe de volontaires qui nous ont accueillis. On s'est baladé un peu dans la forêt, très humide, hein, c'était la saison des pluies. On n'a pas croisé les attelles, on a vu à la place en petit lot de consolation un tamarin, un manteau, mais vraiment c'était une belle expérience que ce Noël sous les tropiques. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à suivre Kaosai et Tarikaya sur les réseaux sociaux. Ils prennent des volontaires et des bénévoles du monde entier. Ça peut être une belle expérience, c'est quand même le premier projet de réintroduction de singes dans tout le Pérou. Moi je voulais pas quitter l'Amazonie avant d'avoir assisté à un autre spectacle de la nature, donc j'ai pris une excursion pour aller à la Colpa Chuncho. Qu'est-ce que c'est la Colpa Chuncho? Une colpa, c'est une petite falaise, un affleurement rocheux comme ça dans la forêt, qui est prisée par les animaux, notamment les oiseaux, qui viennent tout simplement lécher la paroi pour obtenir des compléments alimentaires, des compléments minéraux. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout sur cette colpa. D'ailleurs, la falaise m'a paru beaucoup moins impressionnante que ce à quoi je m'attendais, mais il y a eu une belle intensité dramatique, puisqu'au bout de quelques minutes, on a vu passer dans le ciel 2 perroquets, puis 4, puis 6, puis 8. Ils ont commencé à se poser sur les branches tout autour, à se regarder. Donc on remarque qu'il y avait là 3 espèces de haras. Les haras, c'est les plus grands de tous les perroquets. Il y a le hara chloroptère, le plus grand des 3, qui est rouge avec les ailes vertes. Le hara macao, le plus coloré, rouge, jaune et bleu. Et le hara ararona, qui est bleu sur le dessus et jaune en dessous. Et ils sont là, ils attendent un peu, timidement, jusqu'à ce qu'un d'entre eux, plus téméraire que les autres, se jette sur la paroi, commence à lécher les minéraux, et là tous les autres suivent. Et là c'est le festival de la nature, c'est vraiment un plaisir pour les yeux, mais pas que, parce qu'il y a, comme on dit, le bruit et les couleurs, donc je vous laisse écouter ce que ça donne, plusieurs dizaines de haras en pleine activité.
Ils viennent là, comme je vous l'ai dit, pour les compléments alimentaires, mais aussi pour l'effet de groupe, hein, se sociabiliser, interagir les uns avec les autres. Pourquoi pas trouver une ou un partenaire, hein, c'est un petit peu leur dancing à eux. Oui, je sais, personne dit dancing aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ensuite, avec cette excursion, on a remonté un peu les rives du fleuve pour chercher l'insaisissable jaguar. Bon, on a plutôt croisé les capybaras, ces gros rongeurs que j'avais déjà vus en Argentine, et quelques caïmans blancs qui se prélassent sur les rives. On y est même retourné à la nuit tombée avec des lampes torches, et notre guide a attrapé justement un bébé caïman pour nous le faire passer sur le bateau, qu'on le touche, qu'on le regarde de plus près, avant de le remettre à l'eau. Ça, j'ai pas voulu l'attraper, le caïman, et ça m'a posé question quand même. C'est une question d'ailleurs récurrente tout le long du voyage, hein. Quel est l'effet de ma présence sur les animaux? Est-ce que les conséquences du tourisme sont positives ou pas? C'est sûr qu'il aime pas hein, être tripoté, le bébé caïman, c'est pas positif pour lui. Bon, après ça dure 2 minutes, est-ce qu'il est vraiment traumatisé? Je suis pas sûr non plus. Est-ce qu'on a besoin de ça pour ravir et faire venir les touristes, pour qu'ils soient contents? Est-ce que sans le tourisme, ça serait pas pire? Est-ce qu'ils seraient pas tout simplement chassés ou braconnés, ces animaux? C'est une interrogation que je n'ai pas encore vraiment résolue aujourd'hui. Et sur ces questionnements existentiels, on quitte l'Amazonie pour partir dans un environnement qui n'a rien à voir. On retourne dans les hauteurs, dans les montagnes, au niveau du canyon de Colca. Donc le canyon de Colca, c'est le 2e plus profond canyon au monde. Il est 2 fois plus profond que le Grand Canyon des États-Unis. C'est vraiment un endroit magnifique, des paysages à couper le souffle, et pas que parce qu'on est en altitude. On peut venir là faire du trekking entre les villages pendant 2, 3, 4 jours comme on veut. Mais sur la partie haute, c'est surtout un endroit magnifique pour rencontrer un des seigneurs des Andes. Et là pareil, quand je suis arrivé sur le Mirador, il n'y avait rien, donc belle intensité dramatique. Il y avait juste les montagnes au loin et le bleu du ciel. Et puis soudain, une immense silhouette noire a fendu les airs, sans un bruit, sans effort. Elle s'est rapprochée, elle s'est éloignée, elle s'est re-rapprochée. Un superbe, majestueux condor des Andes adulte était en train de planer au-dessus de nous. Et il s'est posé sur un à-pic quasiment juste devant moi. C'était limite trop beau pour être vrai. C'était vraiment une superbe rencontre. Et quand on voit voler si près un condor, qu'on le voit poser, et cette force, cette puissance, ce charisme, on comprend pourquoi les Incas en ont fait l'un de leurs dieux, parce que dans cette partie du monde en tout cas, il n'y a rien qui égale la puissance qui émane du condor. Avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or. Mais bon, dans le canyon, j'ai aussi croisé quelques plus petites espèces d'oiseaux, donc je vous les montre ici parce que je sais que j'ai des passionnés d'oiseaux parmi mes suiveurs, ils sont attentifs à ça. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'en ai pas fini avec le Pérou, mais c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, et j'ai également beaucoup de choses à vous montrer sur la Colombie qui arrive après. Donc je préfère vous étaler ça dans le temps pour que les vidéos soient un peu plus digestes, un petit peu plus courtes. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Continuez de liker, de partager autour de vous, de vous abonner. On a atteint 200 abonnés sur YouTube, on est super contents. Et puis n'hésitez pas à regarder les précédentes si vous ne les avez pas vues, à rester connecté pour les prochaines. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Bon, ok. Mais c'est la dernière fois, hein. C'est la dernière fois du séjour. Allez, moment lama.